Et bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Nous sommes le vendredi 31 janvier, tout juste à la toute fin du Cold Winter Challenge, qui se termine techniquement le 1er février. Je pense que c'est le 31 janvier, mais j'ai décidé que c'est le 1er février parce que je travaille aujourd'hui, parce que je travaille demain et qu'il me reste un seul livre à lire de ma pile à lire, oui, oui. Et c'est le trop potentiellement savoureux Mémoire de la forêt, tome 4, La saison des adieux, de Michael Brun-Arnaud, et c'est publié chez l'École des loisirs dans la collection 9. Alors, c'est un livre que je me gardais pour la fin, que je vais savourer. C'est le dernier de cette série-là. Pour ceux qui connaissent pas trop, je pense que je sais pas si je peux... je vais lire la 4e de couverture parce que je pense pas que c'est vraiment un spoiler. Blablabla. Dans le fond, ça se passe dans la forêt de Belle-Écosse, pour ceux qui ne savaient pas, qui est une forêt où il y a des animaux qui sont anthropomorphiques, donc qui ont à la fois des aspirations animales, mais surtout des sentiments puis des évolutions qui sont en lien plus avec ce qu'on connaît de l'humain. Et il y a là-bas une librairie qui s'appelle la librairie Belle-Écosse, qui est une librairie où on trouve, entre autres, en fait, des livres qui sont écrits par les gens de la forêt. Puis les gens viennent mettre leur exemplaire là pour quelqu'un qui puisse les acheter. Mais il y a aussi autre chose, évidemment, qu'il peut y avoir. Au fur et à mesure des tomes, on a connu plusieurs personnes clés dans ce monde-là, dont le propriétaire de la librairie. Et à chaque tome, on a abordé non seulement un aspect de la communauté, mais potentiellement toujours des espèces d'épreuves de vie qui peuvent se passer, que ce soit chez un humain ou dans un lieu. Et dans ce cas-ci, je pense que ça va être dans un lieu. Je voulais la 4e de couverture. C'est parti. Quelle est belle la librairie de Belle-Écosse, avec toutes ses histoires et ses trésors. Qu'elle en a connu des générations de lecteurs. Imaginez un peu, elle va fêter ses 80 ans. Autour de la famille Renard, on s'active aux préparatifs de cet anniversaire quand soudain, une branche craque. C'est le premier signe d'une terrible maladie, le croque-bois. Pour en venir à bout, une seule solution, couper l'arbre. Mais ça, Ernest Renard ne peut s'y résoudre. Le vieux chêne abrite les souvenirs et les œuvres de sa mère, Anouchka. S'il disparaît, c'est aussi elle qui s'en ira, encore un peu plus. À moins que l'arbre des souhaits, un pommier magique dont Anouchka lui avait parlé quand il était petit, n'accomplisse un miracle. Sa quête à travers la forêt lui réservera bien des pépins et la vie à croquer. Donc, ça a l'air excellent. Comme toujours, c'est illustré par Sanoé, donc ça va être peuplé de par quelquefois des illustrations de début de chapitre comme ceci ou des illustrations pleine page. Je ne sais pas si je vais en trouver. J'y arrive. Comme ceci. Donc, c'est toujours un délice. La plume est vraiment mon Dieu, c'est toujours émouvant, c'est toujours juste, c'est toujours beaucoup d'humour. Ça s'adresse techniquement à un public jeunesse, mais en même temps, c'est plus du 7 à 77 ans. Public jeunesse, peut-être parce qu'on se dit anthropomorphie, donc jeunesse, mais les sujets que ça aborde, c'est des sujets qui sont quand même sérieux et que les jeunes peuvent avoir à rencontrer dans leur vie, mais que les plus grands aussi ont peut-être besoin des fois d'avoir un changement de perspective pour les percevoir autrement. Donc, voilà. Si c'est une série que vous n'avez pas encore découverte, c'est une tétralogie, ça vaut vraiment le coup de le faire. Moi, je m'y plonge en espérant que je sois capable de le terminer avant demain après-midi, même si je travaille beaucoup. Et sinon, en lecture audio, sans surprise, je l'avais annoncé dans le dernier vlog, je me suis lancée dans la relecture, même si je pense que je l'ai lu juste 2 fois au total, de un fameux tome de la saga des Malocènes de Daniel Pénac, donc Au fruit de la passion, qui est en version audio. C'était à écouter chez Écouter Lire. Et c'est lu par l'auteur, comme d'habitude, c'est l'intérêt majeur pour la relecture. La relecture, c'est toujours tellement parfait. J'ai jamais... je sais que des fois, les auteurs, c'est pas toujours ça, mais Daniel Pénac, franchement, là, si jamais vous avez jamais entendu Daniel Pénac vous lire quelque chose, peu importe ce que c'est, sauter sur l'occasion. Donc, je suis là-dedans, c'est un très court livre audio, mais je pense que je vais pouvoir faire ça en parallèle avec Mémoire de la forêt, puis ensuite, je verrai ce que ça va donner. Ça va au moins clore mon Cold Winter Challenge. Alors, sur ces bonnes paroles, et sans plus tarder, même si je suis en pyjama, mais justement, c'est le début de la journée et je dois aller au boulot. Donc, allez, on lance le tout! Bonjour! Alors, nous sommes le dimanche 2 février. Chandeleur, je crois, ou jour de la marmotte, choisissez ce que vous préférez.
je vous prends pour une fois avant d'aller courir. Parce qu'on est l'après-midi, que j'avais comme un peu décidé de ne pas y aller en regard de mon état de santé, mais dans le fond, je pense quand même que ça va m'aider un peu. Fait que je vais aller faire une course sage, mais avant de partir, je voulais vous dire que j'avais terminé la fameuse lecture, mais relecture de Au fruit de la passion de Daniel Pénac. Je l'ai terminée hier, je crois. Oui, et c'était comme d'habitude hyper savoureux. C'est un plaisir de retrouver l'univers, bien entendu, mais particulièrement la plume de Pénac. Puis c'est sûr que lu par l'auteur, il sait exactement comment la faire rayonner. Puis c'est juste, on dirait que je redécouvre à chaque fois chacun des tomes. Je me souvenais pas à quel point Au fruit de la passion était quand même assez, avec un rythme super rapide. J'adore l'idée qui est derrière. C'est vraiment encore une fois une intrigue assez créative qui va au-delà du banal. Et cette fois-ci, c'est la fameuse Thérèse qui a un don de vision et qui, depuis toujours, qui va être au centre un peu de tout ça, mais bien entendu que Benjamin Mallecène est jamais vraiment capable de s'éloigner de sa famille ou de ce que sa famille peut engendrer par la force des choses. Donc, j'ai adoré ça, vraiment. Les personnages, la tension en raison de la trame, mais surtout l'évolution des personnages. Il y a toujours du terrible qui côtoie du sublime. Il y a toujours de l'inattendu qui côtoie du joyeusement prévisible ou joyeusement attendu. C'est un peu une Madeleine de Proust, je pense, pour moi, Daniel Pénac. Mais en tout cas, si jamais vous avez... Je sais que ça fait plein de fois que je vous le dis, mais je vous le dis, écoutez lire si vous voulez découvrir Pénac. Ça se peut que ce ne soit pas votre tasse de thé, ça dépend vraiment. Je pense qu'Alex Buchanan-Prada avait essayé, puis finalement, ça ne l'avait pas fait. Donc, c'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui va répondre à cette plume-là. Mais je ne sais pas comment la décrire, cette plume-là. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une plume qui... elle sait dire, sans conteste, vraiment. Si j'avais pu vous redonner des extraits, je l'aurais fait. Comment dire les choses avec un petit sourire en coin, mais en même temps avec tellement de justesse, puis sans nécessairement de flanflan, de flonflon, de flonflon, de flonflon. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est inaccessible. Puis c'est en même temps, j'ai jamais vécu là, mais ça me donne l'impression d'avoir un instantané, en tout cas, de quelque chose qui, dans le fond, ça se passe à Belleville. Donc aussi, c'est intéressant de voir à quel point c'est un lieu qui est foisonnant de possibles et d'improbables. Puis c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est riche, surtout dans ces temps où on revient un peu en mode tunnel et unicité. Et disons que de lire Belleville comme ça, dans toute sa pluricité, ça fait du bien. Donc, super lecture. La seule chose pour laquelle j'aurais peut-être, mettons, pas mis un 5 étoiles sur 5, celui-là, c'est vraiment juste parce que pour moi, il est un peu plus court que les autres, mais il y en a plusieurs qui sont un peu plus courts dès qu'on a dépassé le 4e tome. Mais celui-là, c'est comme s'il y avait une intrigue qui aurait pu peut-être s'étendre un peu, parce qu'on arrive quand même à peu près assez rapidement au moment où on a pas mal plus les révélations. Mais c'est correct, là. En fait, c'est juste parce que pour moi, je pense que j'en aurais pris un peu plus. Mais pour le restant, c'est pas par manque d'habileté dans la trame. Donc, voici. Sinon, ben là, en fait, hier, j'étais censée terminer j'avais décidé d'étirer, ben pas d'étirer, mais de faire en sorte que le Cold Winter Challenge se termine le 1er février. Mais comme hier, j'ai eu une rechute encore une fois de cette savoureuse sinusite qui ne me lâche pas les baskets, ben je peux pas vraiment lire. Donc j'ai essayé un peu, j'ai lu un peu, j'ai quand même lu un petit peu de Mémoire de la forêt, le dernier tome, donc ma lecture qui était ma dernière pour le Cold Winter Challenge. Je suis rendue à la page 42 sur plusieurs, 300 environ, mais bon, c'est du jeunesse, c'est écrit vraiment gros. Puis, ben là, écoutez, j'ai décidé que tant pis, en fait, mais qu'est-ce qu'on met? C'était un de mes derniers livres de la fameuse pile à lire, donc je vais tout simplement le terminer. Mon objectif, ce serait de le terminer d'ici ce soir, parce que c'est sûr que hier, ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi envie de lire en soirée, mais avec tout ce qui s'est passé avec la politique, Trump et, ben, en tout cas, pour nous, au Canada, ça a eu un impact vraiment majeur. La réponse du Canada aux tarifs douaniers imposés par Trump, ben c'est sûr que ça a occupé pas mal notre soirée. On voulait en apprendre un peu plus, on voulait savoir comment ça se positionnait. Donc, j'avais pas nécessairement la tête à ça. Fait que finalement, je vais essayer de le reprendre aujourd'hui si tout va bien. Sinon, au pire, j'ai fini demain, mais je le rentre quand même dans mon Cold Winter Challenge. Là, je considère que c'est correct. J'ai le droit de me rendre jusqu'au 2 février au pire. Alors ça, c'est ma lecture en cours papier et j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Je ne savais pas trop vers quoi. J'avais plein de possibilités que j'avais notées, mais dans le fond,
ça faisait un petit bout que je voulais retourner peut-être à un peu de polar nordique. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Il y avait un nouveau Jornir Horst qui est sorti sur Nextory, mais je pense que c'est euh, le tome 13 ou 14 en tout cas en français. Mais là, moi, dans le fond, j'étais rendue vraiment plus tôt, j'étais rendue à Le disparu de Larvik. Puis, ben, c'est ça. C'est celui-là que j'ai décidé d'écouter tout simplement. Donc, je vais aller faire ma course en écoutant Jornir Horst et le fameux inspecteur Wisting. Et cette fois-ci, on va retrouver. Ben, c'est ça, je peux pas trop vous en dire parce que c'est vraiment un tome. Tu sais, c'est sûr que les personnages évoluent. Mais juste pour vous rappeler que si l'inspecteur Wisting. En fait. Jornir Horst dans celui-là, parce qu'il est en solo, c'est pas comme dans Que le meilleur gagne, il n'est pas en duo avec un autre auteur. On va vraiment retrouver l'inspecteur Wisting qui qui est un inspecteur de police, bien entendu, et qui va enquêter sur des meurtres, bien entendu, mais qui vont la plupart du temps croiser aussi le champ d'action, pas dans le même angle que sa fille qui est journaliste. Et ils vont trouver une façon indirectement de travailler par fils tout en respectant l'éthique des uns et des autres, mais sans nécessairement savoir finalement qu'ils travaillent toujours sur la même chose. Donc, voilà pour où j'en suis. Je ne serais pas dire beaucoup sur l'intrigue parce qu'il y a des. On commence l'histoire à un endroit et on fait référence au dernier tome puis à des événements qui ont eu un impact, entre autres, sur la fille de Wisting, donc Lina, je crois. Et fait que je ne voudrais pas nécessairement vous divulgacher, mais bref, je me lance là-dedans. Je vais aller faire ma petite course, puis je vous reviens quand je peux, potentiellement demain, là, parce que dans le fond, j'essaie de aussi faire des tournages quand il fait clair, mais je vais voir. Si j'arrive à terminer mes Voix de la forêt, je vais essayer de vous en parler soit ce soir ou demain. Puis on verra pour la suite. Allez, je vais filer. Et bonjour! Alors, comme promis, me revoici. J'ai terminé finalement ma fameuse lecture du dernier tome des Mémoires de la forêt, la saison des adieux. Donc, de Michael Brun-Arnaud chez École des loisirs. Et c'était très beau et très triste et très parfait, comme d'habitude. Émouvant, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup sur l'intrigue parce que ça fait un petit peu. On revoit un peu l'ensemble des personnages, ça fait un peu le lien évidemment entre les 4 tomes. Il va y avoir cette fois-ci plusieurs moments où on va être dans le passé. Pas le passé si lointain, mais ça commence à un moment. Puis après ça, on va se promener entre le moment réel et 20 ans ou 22 ans plus tard. Donc, on change un peu de génération qu'on suit. Ça, c'est super intéressant, je trouve, comme stratégie, en fait, narrative. Et toujours, encore une fois, ce qui est le plus fort là-dedans, c'est les personnages, les relations qu'ils ont entre eux, bien entendu, qu'il y a des péripéties. Et encore une fois, beaucoup de sujets pas évidents qui sont abordés là-dedans. Comme dans plusieurs des tomes, le deuil est présent. Le deuil d'une personne, le deuil d'une normalité, le deuil d'une situation, etc. J'essaierai de pas, je vais pas trop vous en dire pour pas que ce soit trop divulgateur. Et bien entendu qu'on va aborder aussi la différence, comme ça a déjà été le cas dans la plupart des histoires. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On s'attache aux personnages, on est ému avec eux, particulièrement vers la fin. J'ai pas pleuré, mais je pense que quand même celui-là, c'en est un qui est très remuant. Je pense que mon préféré dans les tomes, ça reste le premier, parce que c'était vraiment la découverte de cette belle bande-là. Mais je dirais que c'est potentiellement le premier puis le dernier sont mes préférés. Les autres, j'avais beaucoup apprécié. On apprenait vraiment à mieux comprendre la dynamique au sein de deux des familles principales, dans le fond, qu'on va suivre là-dedans. Puis c'était super intéressant. Puis c'est comme, dans le fond, ça préparait quand même un peu cette espèce de conclusion-là. Mais vraiment, celui-là il était vraiment, vraiment touchant. Puis les illustrations de Sam Noé, cette fois-ci, bien, ça a toujours été des belles illustrations, mais je trouve que les moments où ils en ont mis, puis ce que c'était tellement comme tout en finesse, super sensible. Ça amenait une espèce de petit vent d'émotion de plus. Puis j'ai trouvé que non seulement la fréquence des illustrations, l'espèce de texture émotionnelle un peu de ces illustrations-là, particulièrement dans celui-ci, m'ont vraiment plu. Donc, quelle belle lecture, quelle belle façon de clôturer mon fameux Cold Winter Challenge que j'ai terminé un peu plus tard, mais ça fait partie des libertés qu'on peut se donner. Mais je suis super contente, j'ai vraiment lu tous les... j'ai changé plusieurs livres de ma
pièce à lire initiale, mais tous les livres que j'avais envie d'insérer dans cette pièce à lire-là, c'est-à-dire quand même pour les 1, 2, 3, 4, je pense qu'il y avait 12 lectures, je vous reviendrai là-dessus. Je les ai tous lus en 2 mois, puis je trouve que c'est intéressant quand même. Ça veut dire que ça n'a pas juste été des livres bonbons où j'étais sûre que j'allais aimer, comme par exemple Mémoire de la forêt ou potentiellement Becky Chambers, mais il y a quand même eu des lectures où justement ça me sortait un peu de la zone de confort, puis je trouve ça super intéressant. Alors voilà, c'est le moment lecture obligatoire, entre guillemets, qui se termine pour cette fois-ci. Je vais peut-être faire le fameux défi lecture de Fluent Boost pendant le mois de mars, où on lit seulement des autrices. Mais sinon, après ça, ça va sans doute aller à des prochains défis, là. J'aime bien ça, mais j'aime ça pas en avoir trop non plus pour être capable de vraiment y aller avec des lectures qui me font envie au moment où ça me fait envie. Et bien, je continue sinon ma lecture en cours de ce fameux Jarlir Horst. Et c'est toujours aussi... on n'est pas encore dans la partie thriller, là. C'est vraiment un ton que j'avais... Pas un ton, mais que j'aime beaucoup, qui est assez... je sais pas, c'est comme un peu tranche de vie-esque, jusqu'à ce qu'on arrive justement dans le fameux thriller. Puis c'est une structure qui est toujours... une narration qui est toujours à 2 voix. Donc on a littéralement 2 voix dans cette fois-ci parce que je l'écoute en livre audio. Donc une pour l'inspecteur Wisting et une pour sa fille, Lynn. Et on sent tout de suite que potentiellement sa fille, elle se met toujours un peu au devant des ennuis. Puis là, ben, elle a retrouvé quelqu'un de son passé, qu'on se dit, ah ben oui, c'est un peu louche que ça arrive à ce moment-là. Bref, on va voir. Mais comme toujours, ce qui est intéressant là-dedans, c'est plutôt qu'est-ce que les personnages font de cette situation-là puis de ces événements-là, que même si nous, en tant que lecteurs, on peut potentiellement les voir arriver, mais en même temps, c'est de voir comment ils vont jongler avec ça. Donc, ça nous apprend à mieux comprendre les personnages. Puis peut-être que finalement, des choses que je pressens ici, c'est peut-être pas nécessairement ça qui vont faire la différence vers la fin. On va voir. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, journée de congé, j'avais beaucoup comme de petites obligations plus administratives, santé en début de journée. Puis ben là, c'est ça. Après ça, c'est le moment où j'ai décidé que je me faisais le plaisir de ne pas avoir d'agenda pour le restant de la journée. J'aurais pu sortir puis trotter, mais ça me tente pas vraiment. Donc, je vais sans doute écouter, rattraper des vlogs, peut-être faire un petit casse-tête, peut-être avancer ma lecture en cours. Et ben voilà, je vois pas quand je peux. Instruire sur quelque chose, voilà. Et souvent, j'ai un peu pas envie. J'ai envie de me divertir, j'ai envie de me vider la tête. J'ai pas envie de m'en ajouter encore en plus dedans. Et bonjour vous autres. Alors, je reprends un peu plus tard dans la journée. Je viens juste de faire le petit... j'essaie de voir si je suis capable de faire un petit reel pour la fin du Cold Winter Challenge. On va voir. Mais ben, je voulais vous montrer peut-être quelques petits achats que j'ai faits. J'ai quand même respecté les choses que je m'étais dites, ou presque. C'est pas vrai. Parce que j'ai acheté des trucs, puis je pense que j'ai peut-être pas envie de tout vous montrer, ou vous montrer rapidement. Il y en a quand même beaucoup. On va voir. En tout cas, j'y vais. Allez-y pour me juger, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu accès à un autre livre des frères fans, des Fan Brothers, des albums. Super beau celui-là. It Fell from the Sky. Et je vais vous montrer encore quelques petites images. Donc, dans le fond,
si j'ai bien compris, on retrouve une communauté d'insectes qui vont se demander pendant tout le long du livre qu'est-ce qui peut bien tomber du ciel. On va voir que c'est une bille. Comme toujours, dès que j'ai l'opportunité d'avoir ce duo de créateurs-là, d'avoir ça dans ma bibliothèque, je le prends. Même chose pour Oliver Jeffers, que vous commencez à connaître dans la bibliothèque. Donc, celui-ci, c'est plus encore une fois un petit documentaire. C'est Meanwhile Back on Earth. Et ensuite, c'est écrit Finding Our Place Through Time and Space. Et c'est sous-titré ici A Cosmic View on Conflict. Donc, je trouvais que c'était un peu thématique. Donc, une vision cosmique des conflits. De ce que je peux voir, ça va vraiment être on va voir la Terre à partir de l'espace, encore une fois. Un peu l'évolution des humains. Mais voyez-vous, ça explique comment on s'est toujours battu pour l'espace en tant que tel. Donc, voilà. Alors, c'est ici, encore une fois, auteur clé. Ensuite, collection chouchou. Je ne sais pas pourquoi c'est disponible en ce moment, mais j'en profite. C'est la fameuse collection Collector's Edition chez Macmillan. Ce sera peut-être plus quelque chose que je vais tant... Voyons, bon, c'est à cause de ça ici. Que je vais tant acheter avec le contexte potentiel qu'il y a en ce moment. Mais je pense que c'est britannique au départ, cette collection-là, Macmillan. Bref, j'ai pris 3 belles petites éditions. C'est encore une fois des éditions de luxe avec une tranche dorée et vraiment un petit look à l'ancienne. Alors, j'ai pris To the Lighthouse de Virginia Woolf que j'avais lu l'année passée et que j'ai vraiment aimé. Je pense que je vais avoir toutes les Virginia Woolf en petit format joli comme ça. Ensuite, ça fait plein de fois que je me dis que je veux lire, plein de fois que j'ai peur, puis que je me dis que c'est trop... C'est trop dégoulinant de drame, mais je me suis dit, j'ai pas pu résister à cette édition-là de Wuthering Heights de Emily Bronte. Donc, j'ai pas encore réussi à passer à travers Jane Eyre parce que c'est encore trop dégoulinant pour moi de drame. Mais j'aime beaucoup Anne Bronte, comme vous savez. Puis je me suis dit, OK, il faudrait vraiment que j'essaie de lire Wuthering Heights. Donc, voici en version collector. Et enfin, je ne peux pas résister quand même. Le premier des fameux Hercule Poirot d'Agatha Christie en version luxueuse avec le poison et notre savoureuse Dame Agatha Christie. Alors ça, je ne pouvais pas résister. Sinon, il y a 3 choses que j'ai faites qui sont des découvertes d'auteurs que je me disais que j'aurais peut-être pu lire avant, mais quand même, c'est plus particulièrement celle-là. Mais ça fait longtemps que je la vois passer. J'ai lu beaucoup de critiques sur cette série-là. Puis comme je sortais de Becky Chambers, ça m'a tenté. Puis bon, elle était disponible. Puis je sais qu'elle existe en livre audio. Puis dans le fond, si je me suis... Bon, ça s'appelle The Midsolar Murders. Donc, c'est dans le fond un cozy mystery qui se passe dans l'espace, je crois. Ouais. Dans le fond, c'est Mallory Veridians qui est super bonne pour résoudre des mystères, mais ça a comme un peu ruiné sa vie sur la Terre et ça a fini par la faire fuir vers une station spatiale d'extraterrestres. Mais malheureusement, son don ou sa problématique va la suivre jusque-là. Donc, ça entendait super gros. Ça fait super longtemps que je voulais avoir. Puis je me suis dit, bah, OK. Ça, c'est un des essais que quand même, en temps normal, je me serais réfrénée, mais là, j'en ai pris seulement 3. Sinon, celui-là, ça fait super longtemps que je veux lire. J'ai étudié en lettres et en théâtre en particulier, et je me disais qu'il aurait fallu que je lise. Évidemment, j'aurais pu lire en français parce que c'est un auteur italien, mais quand même, donc j'ai pris Italo Calvino. Donc, le classique If on a Winter's Night, a Traveler. Donc, c'est vraiment un classique de Italo Calvino. Et je suis pas capable de le décrire, mais je pense que c'est comme une histoire méta. Parce que l'ailleurs, ça dit, vous allez dans une librairie, vous achetez un exemplaire de A Winter's Night, If on a Winter's Night, a Traveler d'Italo Calvino. Vous l'aimez, mais vous vous rendez compte qu'il y a une erreur d'impression dans votre exemplaire. Donc, vous le rapportez à la librairie et vous avez un remplacement. Mais, en fait, quand vous relisez le livre, ça semble être une histoire totalement différente. Donc, j'imagine qu'on est un petit peu vraiment dans le méta. Et finalement, j'aimerais ça lire pour la première fois cette année du Heather O'Neill. Puis, peu importe lequel, ça ne m'aurait pas dérangé, mais je trouvais que ça, c'était une bonne idée. Heather O'Neill, qui est une autrice canadienne. Et celui-ci, si j'ai bien compris, c'est un recueil de nouvelles. Oui,
Ça, c'est un recueil de nouvelles qu'elle a fait, que j'avais même pas vu traduit en français, je sais pas pourquoi. Donc, c'est Daydreams of Angels d'Heather O'Neill. Donc, ça me tentait. Autrice canadienne, nouvelle, allons-y. Enfin, je me suis laissée, j'ai été faible et j'ai finalement acheté, mais c'était en vente. D'habitude, j'aurais jamais réussi, mais il y avait un Minalima en vente, donc en version originale. Et donc, c'est le recueil de contes Blanche-Neige et autres contes de Grimm. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Minalima, ce sont des créateurs qui font des versions animées de livres. Donc, ça va être le texte intégral, mais avec des animations, par exemple. Mais là, ici, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais je pense que c'est les ronces. Donc, des découpes comme ça ici. Je ne sais pas s'il y en a que... Ça, sans doute, ça doit être Hansel et Gretel. J'imagine, mais avec une animation, là, je ne vais pas la briser, mais on a sans doute la maison qui s'ouvre, comme ça ici. Donc, écoutez, ça a toujours été pour moi pas un besoin, mais là, je trouvais que pour une fois, des contes, j'en ai pas beaucoup. Puis, j'étais intéressée de voir concrètement ce que ça voulait dire leur travail. Donc, ça fait longtemps que je les surveillais, puis là, ils étaient en super vente, donc pourquoi pas. Et enfin, ben celui-là, c'est parce que c'est la lecture du mois du club de lecture d'Alex Bouquet-Prada sur ses Patreon. Et c'est un tout nouveau club de lecture qu'elle a refait une nouvelle formule où est-ce que elle nous donne la lecture du mois pour qu'on puisse potentiellement sortir de notre zone de confort. Et cette fois-ci, c'est un livre de Sarah Brooks et ça fait longtemps que j'avais en plus repéré. Puis je voulais pas nécessairement l'acheter, sauf que là, j'ai vu qu'il était là, fait que j'étais comme, je vais le prendre. Je vais l'écouter en livre audio et c'est The Cautious Traveler's Guide to the Wastelands. Donc, celui-ci. Dans le fond, ça a donné que j'ai une édition. Ben, je pense qu'en dessous, elle est bien ordinaire. Ouais. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'avoir l'édition en relié en plus, parce que je me fie beaucoup à Alex Bouquet-Prada pour ses suggestions, puis j'ai comme l'impression qu'habituellement, quand je lis ses livres, je veux les garder. Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est que, en fait, ça se passe sur le transsibérien. Une espèce de mythe. Et on a ici quand même un plan du train. Donc, je ne peux pas vraiment résister. Alors voilà, c'était mon moment de est-ce que j'écoute vraiment mes résolutions? Pas exactement, mais en partie quand même. J'ai respecté une partie de ce que je m'étais dit. Puis pour le reste, on verra. De toute façon, il ne devrait pas y avoir d'autres arrivées. Mais là, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui s'est passé. Alors, je voulais vous en faire profiter. Sur ces bonnes paroles, je défile dans la grosse neige pour aller faire une petite course. Puis, ben, je vous reviens quand je peux. Hey, bonjour! Alors, me voici sur ma petite pause repas, en fait, ce qui en reste. Parce que je viens tout juste de terminer l'écoute de Le disparu de Larvik de Jornlir Horst, donc un des tomes de la série de l'inspecteur Wisting. Et comme d'habitude, c'était excellent. C'était super prenant. C'est la même structure qu'on retrouve, comme je vous dis. On suit l'enquêteur, on suit l'inspecteur Wisting dans une enquête. Habituellement, sa fille est la seconde voix narrative. Et habituellement, elle se retrouve mêlée par la force des choses à un autre mystère, une autre enquête, un autre truc un peu insoluble. Et éventuellement, on va comprendre qu'il peut y avoir potentiellement des ramifications entre les deux. Et ça finit toujours par faire en sorte que les personnages principaux, donc l'inspecteur Wisting et Lina, sa fille, qui était journaliste, vont finir par être dans une position très, très tendue et très dangereuse. Dans ce cas-ci, on a vraiment une grosse évolution des personnages. Je ne pourrais pas vous en parler plus en détail parce que ça va vous divulgacher. Mais on va voir un pan des personnages principaux, donc Wisting et Lina. Un pan qu'on n'aurait pas nécessairement vu avant. Donc, ça va révéler un petit peu plus de vulnérabilité dans une autre sphère qu'on n'avait pas nécessairement vue jusqu'à maintenant. C'est encore une fois une enquête qui n'a pas peur de secouer les certitudes de la société par rapport à tout ce qui est crime, meurtre, institutions, mafia et tout ça. Mais je ne vais pas en dire plus encore une fois. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est peut-être pas un coup de cœur, parce que je pense que je suis quand même rendue relativement habituée dans le fond, à la formule Jornlir Horst, parce que c'en est une, mais c'en est une dans le sens où la structure est une formule. Mais sinon, les personnages sont de plus en plus approfondis, évoluent de plus en plus. Donc, on n'est vraiment pas dans ce que j'appelle une littérature à formule, dans le sens où ça évolue pas du tout. C'est juste toujours le même fonctionnement, puis c'est ce que le lecteur retrouve avec plaisir, puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose qui se passe. Dans ce cas-ci, on a cette partie-là qui est un peu rassurante, mais vraiment, ça vaut le coup. Si jamais vous voulez avoir un polar nordique qui
il y a quand même la structure des polars nordiques, comme je vous dis. Il y a souvent des points de vue alternés, il y a souvent une mise en place, il y a souvent une description de l'enquête très neutre. Puis les gens vont penser que c'est froid, mais c'est plutôt neutre. Mais en même temps, le côté aussi évolution des personnages, discours intérieur, mais sans nécessairement tomber dans l'hyper-description, avec une touche de thriller, mais sans nécessairement qu'on s'apesantisse sur qu'est-ce qui est sordide. Il y en a, mais on ne s'appesantit pas dessus. Jornir Horst, c'est vraiment un bon auteur pour tenter le coup, si jamais vous êtes un peu dans ce genre de critères-là, c'est ça que vous recherchez un petit peu, vous, quand vous voulez tenter le polar scandinave, mais vous n'êtes pas sûr, c'est parce que c'est comme trop glauque. Bien, c'est glauque, mais c'est pas si pire que ça. Il y a quand même de l'espoir. Alors voilà, c'était mon minuscule topo de la pause midi pour ma lecture terminée. Puis bien, je ne sais pas ce que je vais faire pour la suite de la semaine. J'aurai une lecture obligatoire à faire pour le travail, mais j'ai encore un peu de temps, puis c'est vraiment ça, très sombre, et j'ai pas nécessairement envie de me lancer là-dedans tout de suite, donc je vais voir ce que je vais faire pour la suite pour le restant de la semaine. Vu qu'on est mercredi, peut-être que je pourrais me faire une autre petite lecture audio ou peut-être lire un petit roman graphique. Je ne sais pas trop, mais je vous tiens au courant. Dépendant de ce que je vais lire. Et bonjour! Alors, je vous prends en direct à Studio Mobile, comme vous pouvez le voir, et à l'extérieur, c'est la neige. Wouhou! J'aime vraiment la neige. Donc, pause repas. Je voulais juste faire un petit topo rapido parce qu'en fait, j'ai choisi ma nouvelle lecture audio. Puis j'aurais pu commencer plein d'autres lectures, mais finalement, je me suis rabattue sur le 4e tome de la série de Robert Thorogood, qui est Marlowe Murder Club, je pense. Donc, les Dames de Marlowe en français. Et le tome 4, ça s'intitule Murder on the Marlowe Belle. Donc, c'est une histoire qui va se passer, qui va impliquer une troupe de théâtre amateur, une vedette qui vient du village mais qui va revenir des États-Unis et qui va vouloir faire une célébration sur un bateau, le Marlowe Belle, et quelqu'un qui meurt et qui n'aurait pas dû mourir. Et on va retrouver notre fameux trio un peu improbable de Judith Potts, la verbicruciste, donc une femme de 75 ans qui est une créatrice de mots croisés, entre autres, et qui est une enquêteur amateur indécrottable et surtout à qui on ne peut dire non. Elle est accompagnée de ses amis, évidemment, Suzy, la promeneuse de chiens et animatrice radio, et Bex, la femme du pasteur. Donc, ce trio-là, ça c'est vraiment, quand je vous disais que, dans le fond, quand j'avais lu le Jornir Horst, que c'était qu'on retrouvait une certaine formule, mais que les personnages évoluent et tout. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le classique d'un cozy mystery à formule. Très léger, c'est pas mémorable. Donc, c'est toujours quelque chose que je trouve agréable à retrouver. J'aime bien les personnages, sont sympathiques, mais d'une fois à l'autre, ils évoluent pas beaucoup, à part peut-être dans le premier tome, je crois, que le personnage de Judith va vraiment évoluer. Mais l'accent est vraiment mis plus sur l'intrigue. C'est vraiment très cosy. Il y a beaucoup d'humour, ça se prend pas trop au sérieux. Et une fois que je vais l'avoir terminé, je pense pas que je vais nécessairement me souvenir vraiment de l'intrigue ou de tout ça. C'est sympathique, c'est léger, donc c'est dans les Cozy Mystery que je continue à suivre, mais pas en priorité. Puis là, je sais pas, il était disponible sur Nextory. En fait, je pense qu'il n'est même pas disponible encore en français. Puis même en anglais, en papier, je pense qu'il n'est pas encore sorti. Donc, étrangement, il était déjà sorti en livre audio, ou c'est moi qui ai mal regardé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? C'est une courte lecture, donc je suis là-dedans en ce moment. Je ne sais pas si je vais lire autre chose d'ici peut-être demain ou samedi, comme je vous disais, une BD ou un essai, je vous tiendrai au courant. Mais pour le moment, je me suis concentrée sur une petite lecture doudou, parce que j'avais besoin de ça cette semaine. Alors voilà, à bientôt!
Et bonjour! Alors me voici en ce vendredi matin avant de partir au boulot. Et je viens de terminer 2 lectures complètement à des opposées complètement en termes de mood. Donc tout d'abord, j'ai terminé ma fameuse lecture audio du plus récent tome de la série Marlowe Murder Club, donc Les Dames de Marlowe, qui était Murder on the Marlowe Bell. Et finalement, c'était vraiment un excellent divertissement. Dans cette série-là, comme je vous disais, je maintiens qu'est-ce que je dis. Ce sont des personnages qui sont quand même originaux, les 3 personnages principaux, les 3 femmes qui sont là. On sort un petit peu des archétypes, même si, bon, il y en a un petit peu, mais dans le fond, à chaque fois, on twiste un petit peu le préjugé qu'un lecteur peut avoir par rapport à cet archétype-là de personnage. Par contre, comme d'habitude, je vous disais, il n'y a pas tant d'évolution de personnages, puis quand il y en a, c'est un peu en surface, c'est surtout en lien avec l'intrigue. Mais dans celui-là, c'est une des intrigues qui mettait en scène, pas qui mettait en scène, mais qui évolue dans un contexte de troupe de théâtre amateur dans un village, avec tout ce que ça comporte de codes en lien avec le théâtre, devenir un acteur dans un contexte où c'est en Angleterre et tout ça, potentiellement le succès en lien avec ça, le côté d'être acteur professionnel versus amateur, les codes, comme je vous disais, du théâtre, et en même temps, tous les codes d'un bon houdonite, mais un peu comme si on était en train de lire ou d'être témoin d'un houdonite en pièce théâtrale. C'est-à-dire que ça se passe quand même dans des lieux restreints. C'est vaudevillesque dans le sens que il y a des rebondissements sur rebondissements, il y a révélation sur révélation. On joue avec le lecteur tout le temps. Chaque fois, on pense qu'on est sûr qu'on a bien compris, puis finalement, c'est pas nécessairement ça qui va se passer. Puis là, ça divulgage rien parce qu'en fait, c'est vraiment le modus operandi de cette intrigue-là. Donc, très tôt dans l'histoire, le trio de personnages principaux va émettre des hypothèses, apprendre des choses, puis faire en sorte que finalement, nous, comme lecteurs, on est comme ah ouais, ok, cette information-là, ah ouais, moi, je suis vraiment meilleure, je sais. Puis ça va prendre une bonne partie du roman. Donc, étrangement, ça va vraiment être un moment révélation qui va durer pendant une super grande partie du livre. Donc, jusqu'à la fin, on apprend de plus en plus d'informations sur l'intrigue, ça déconstruit un peu nos certitudes jusqu'à une révélation finale que, en fait, j'avais en effet pas vu venir. Donc, c'est super intéressant. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas une série qui est mémorable dans le sens où, bon, la plume est, disons, elle est efficace et divertissante, mais elle n'est pas mémorable. L'intrigue est efficace et divertissante, mais elle n'est pas mémorable. Par contre, les personnages sont vraiment sympathiques. Donc, même s'il n'y a pas d'évolution de personnage nécessairement qui se passe là-dedans, c'est comme vraiment, vraiment, vraiment agréable de les retrouver. Donc, j'ai passé un excellent moment dans cette lecture-là. Je m'en souviendrai peut-être plus dans genre 2-3 mois, mais c'est bien fait quand même pour ce type de Cozy Mystery. C'est très bien construit, c'est très agréable. Donc, voilà, c'est comme mon petit péché mignon. Je vous confirme que, en fait, la version audio de ce livre-là est disponible maintenant, mais en anglais. La version en anglais papier, pour ceux qui lisent en version originale, en tout cas, en Amérique du Nord, ce que j'ai vu, ça sortait en septembre 2025. J'ai aucune idée comme si je crois que Robert Thorogood, c'est un auteur britannique. Donc, c'était déjà sorti en Angleterre, peut-être qu'en Europe, vous allez l'avoir avant. Mais ici, au Canada, Québec, ça va être vraiment en septembre pour la version papier. Alors, voilà. Et sinon, ben écoutez, je suis passée de cette lecture légère-là à ceci, qui a été un gros coup d'émotion. Donc, c'est Mom de Catherine, c'est chez Pau Pau. Et je ne sais pas si ça va vous gâcher. Je vais lire la deuxième couverture pour vous donner un petit peu une idée. Si Mom est devenue maman jeune, c'est aussi très jeune qu'elle a appris à être atteinte d'une grave maladie, du genre de celle dont on ne guérit pas. Mais elle ne se tiendra pas seule devant l'ennemi puisque sa fille, Touffe, sera à ses côtés. Ensemble, elles essaieront tant bien que mal de faire face au vent et de laisser entrer les rayons du soleil, même au cœur des jours les plus sombres. Donc, vous voyez ce que ça dit. C'est une histoire touchante, bien entendu. C'est une histoire où on va aborder la maladie et l'accompagnement par un proche aidant qui se trouve à être la fille de la personne malade. On va aborder également la fin de vie,
On va aborder aussi cette maladie-là qui a touché cette mère-là. Puis c'est une BD autobiographique, donc enfin inspirée de la biographie de l'autrice. Donc c'est quand même c'est quelque chose qui s'est passé. Donc cette maladie-là, quand cette maladie-là qui était invalidante, qu'on ne nomme pas, mais qu'on a un petit peu une idée quand même, on sent que c'est vraiment une maladie dégénérative, qui a touché, qui a frappé la maman très tôt. Ça fait en sorte que comme elle devient rapidement pas autonome, elle doit être placée rapidement. Bon, on en déduit que c'est l'équivalent d'un CHSLD. Il appelle ça le centre de la mornitude, c'est pour dire. Et éventuellement, dans... je me souviens plus comment ça s'intitule. Je vais juste voir. Parce qu'à un moment donné, l'autonomie descend tellement que... Bon, c'est ça. Dans le fond, le centre de la mornitude et le centre du milieu. Donc, le centre de la mornitude, qui est le CHSLD, et le centre du milieu, qui, on le comprend, est potentiellement un endroit où il y a des soins palliatifs. Mais ce qui est particulier, c'est que comme cette femme-là est assez jeune par rapport aux gens qui habituellement vont dans ces centres-là, ben il y a aussi ça qui est abordé, le côté qu'elle n'a pas l'impression qu'elle appartient en fait à tout ça. Mais ce qui est marquant dans cette histoire-là, c'est bien sûr l'histoire en tant que telle, la relation mère-fille, qui est inversée très tôt parce que dans le fond, la mère tombe malade très tôt, donc l'enfant devient un peu le parent de la mère assez rapidement. Mais c'est le côté tout, c'est vraiment l'approche fantaisiste qui est choisie par l'autrice pour l'aborder. Bien, vous le voyez un peu dans les dessins. Premièrement, ce sont des personnages, la maman est humaine, mais Touffe, dans le fond, c'est ce qu'on considère comme, je sais pas trop, c'est une créature touffue, donc la maman qui est ici. Puis elle est rendue comme ça parce qu'elle est tout petite. Puis on dit qu'elle a rapetissé, mais en fait, on ne sait pas si c'est littéralement ou juste parce que dans le fond, son autonomie a descendu. Donc, tout ça fait partie des choses justement qui sont toujours deuxième degré, qui sont toujours au figuré, puis qui sont au figuré visuellement et dans le choix du type de créature utilisée pour représenter la personne ou l'élément qui arrive dans l'histoire. Donc, on va, comme là, voyez-vous, on va avoir certaines planches où on va voir la maman qui évolue, puis elle a besoin d'un peu plus d'autonomie. En fait, elle est obligée d'avancer sur une tortue, puis on en déduit que c'est pas nécessairement une chaise roulante. Je sais pas si c'est un fauteuil qui est tout électrique ou je sais pas trop. Fait que ce qui est touchant, c'est vraiment tous ces détails-là. Les images sont foisonnantes. Les interactions que Touffe a avec les gens avec qui la mère arrive, mais avec qui elle habite. On sent qu'elle habite avec ce qu'on pense être un chat, on n'est jamais trop sûr parce qu'elle appelle son bébé soleil. Elle a l'air d'interagir avec des araignées. C'est vraiment comme... On sent que c'est une fille créative. Puis on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui... On est vraiment dans un univers qu'on accepte, qui est fantaisiste. Puis que c'est comme ça, en fait, qu'elle vit les choses. J'ai trouvé ça vraiment touchant, comme je vous dis, l'histoire en tant que telle, mais pas pour une fois, mais dans ce cas-ci, je trouve que la valeur ajoutée, c'est que c'est non seulement une histoire qui est remuante, c'est non seulement une histoire qui fait réfléchir, qui laisse absolument pas, on ne peut pas sortir indemne de cette histoire-là, c'est vraiment très, très émouvant. Mais en plus, contrairement à peut-être d'autres histoires comme ça, d'accompagnement d'un proche ou d'accompagnement en fin de vie, le visuel est également une narration, puis le visuel amène également un autre sens, puis une poésie à tout ça. Puis la poésie n'est pas nécessairement juste dans la narration standard, donc par les mots, par les phylactères et tout, mais vraiment par le biais des illustrations. Donc, attention peut-être, c'est sûr que c'est quelque chose que je vous recommande, évidemment, si dans votre contexte actuel ou dans le passé, vous avez vécu des moments comme ça, peut-être d'accompagnement d'un proche dans une maladie à long terme, peut-être que ça va être trop remuant pour vous. C'est sûr que l'approche est très poétique, est très positive. Cela dit, c'est très chargé d'émotions quand même. Il y a aussi une très grande place à la relation mère-fille. Donc, c'est quelque chose que je recommande, mais peut-être pas aveuglément. Donc, essayez de vous écouter là-dedans. C'est pas, comme je dis, c'est quelque chose qui est bienveillant comme approche, mais c'est sûr que ça peut faire ressortir en vous des choses. Donc, essayez peut-être de, si vous le lisez, de vous le caser à un moment où peut-être, où vous pensez que vous êtes capable de le recevoir, ou peut-être que ce ne sera pas toujours le cas, mais en tout cas, ça fait partie de un des bons romans graphiques que je trouve qu'il y a sur le sujet, qui sort complètement de ce à quoi on est habitué et qui pourtant, quand on est dans le fantaisisme, on pourrait penser, ben dans le fond, on va comme un peu banaliser tout ce qui est concret et tout, mais au contraire, on comprend encore plus, on perçoit encore plus fois 1000 les choses parce que
on a ajouté à une description cartésienne, disons, une espèce d'affect en quelque part qui est fantaisiste puis qui est poétique puis qui fait qu'on le comprend encore mieux. Donc vraiment assez mémorable. Donc ma lecture ici qui est Mom de Catherine chez Pau Pau. Très. En fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais lu la deuxième de couverture. Donc, je savais que c'était ça, mais on dirait que quand je l'ai re-eu, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Donc, moi-même, j'ai été pris par surprise. Puis, ça m'a quand même remué. Donc, ben voilà. Donc, c'était mes lectures dont je voulais vous parler. Puis, ben, je vais clore le vlog ici parce que, bon, dans le fond, on est vendredi. Je suis habituée un petit peu. Je vais repartir plutôt à un nouveau vlog par la suite avec des nouvelles lectures. Mais j'espère que ça vous a plu. Ça a été particulièrement une semaine de lecture audio avec divers styles finalement. On s'est promené un peu. Puis, ben, c'est ça. Moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire si cette semaine, c'est quand même plus lecture audio. Donc, est-ce que vous avez osé finalement en 2025 le livre audio? Puis, est-ce que ce type de roman graphique-là, quand c'est un peu une approche fantaisiste d'une réalité concrète et émouvante, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Moi, j'ai tendance à être plus attirée par cette approche-là que par des approches trop réalistes, mais ça, c'est moi. Mais est-ce que vous, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous attirer quand on sent vraiment qu'il y a un parti plus poétique qui a été pris par rapport à ça? Ou c'est quelque chose qui vous dit peut-être, ah ben je sais pas, est-ce que ça a bien été abordé? Est-ce que ça vous donne un petit peu plus un frein parce que vous n'êtes pas sûr de comment ça va être traité? Bref, allez-y, si ça vous dit d'en discuter, ça me ferait bien plaisir d'échanger avec vous. Alors, ben voilà, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, je vous souhaite comme d'habitude des superbes lectures. Puis on se dit à la prochaine!